Voilà, pour fêter cet épisode 2 que vous avez tant attendu, je vous offre un petit festival d'outils de jardin pour ce véhicule qui aurait dû partir à la casse, mais je n'ai pas eu la décence d'esprit de la laisser aller vers ce destin funeste. Et puis elle était gratuite. Donc voilà, enfin venu, la suite. La suite d'un projet dont on doit l'existence à un abonné qui connaît bien mes points faibles manifestement. Une qui a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Ouais, c'est pas vraiment un exemplaire qui fait rêver, mais malgré tout, ça m'aurait fait trop de peine de l'avoir détruite pour une pompe à essence. Donc après avoir validé cette défaillance, je l'ai remplacée en faisant étalage de mes compétences. Ah c'est bon, c'est bon, Ok. Ouais, puis y a plus d'essence aussi. Ouais, j'étais bien mal préparé en fait, je suis parti un peu trop optimiste, je crois, cette fois. En même temps, en vélo, j'ai pas eu vraiment le choix, mais j'ai réussi à repartir avec. Et malheureusement, pas de rebondissement au sujet du voyant. Ouais, parce qu'évidemment, en plus de la pompe à essence morte, l'alternateur était pas plus en forme, donc j'ai fait le trajet avec le réservoir à sec et par le seul pouvoir d'une batterie d'occasion. Galvanisé par succès, j'ai remplacé le kit de distribution et puis l'alternateur, ce qui m'a permis d'essayer la voiture dans des conditions normales et de décréter qu'elle se comportait d'une façon inacceptable. On peut donc revenir au temps présent et après la fouille des papiers laissés dans le véhicule qui a permis de dénicher le dernier contrôle technique qui n'éclaire évidemment pas sur l'état absolu des amortisseurs mais qui révèle un problème de freinage. On va donc s'échauffer avec ça. Parce qu'on peut supposer que le déséquilibre de 30% à l'arrière s'est pas corrigé tout seul entre temps. Derrière cette jante à l'allure résolument sportive, on trouve un tambour, dont je suis pas un habitué sauf pour les systèmes de frein à main embarqués. Et ça tombe bien, c'est la même chose à part le cylindre de frein en plus du cap de stationnement. Et donc même principe, une roue dentée qui sert à régler l'écartement des mâchoires et qui va normalement nous permettre d'obtenir une réponse identique des deux côtés en diminuant le jeu sur le tambour droit. Encore faut-il arriver à la régler à travers le trou d'1 centimètre, autant le déposer. Après quelques séances d'ajustement, je décrète que le problème est résolu puisqu'avec un cran de frein à main, j'obtiens un comportement similaire des deux côtés. C'était pas le cas au début évidemment. Et pas la peine de tuer le roulement en le serrant comme un taré alors qu'on vient de soigneusement le graisser. On peut maintenant passer au problème le plus évident à l'essai, l'amortissement. Autoshop m'a fait parvenir de quoi les remplacer aux quatre coins, on va commencer par la paire arrière. Je suis à peu près sûr qu'on devrait réussir à obtenir mieux que ça. En plus, JM nous a gratifié d'une petite trappe dans les garnitures arrière justement pour pouvoir facilement déposer les coupelles supérieures. Et ça a été tout aussi facile de l'autre côté, reste à espérer que ça se passe de la même manière à l'avant maintenant. Je crois que la dernière fois que j'ai fait ce genre de choses, c'était sur la 3200 GT, en double triangulation, avec des cales de réglage pour toute la géométrie. Bah je dois admettre que ça fait du bien de faire de la mécanique sans que 99% des opérations tournent à la crise de nerfs. On peut maintenant monter le combiné sur mon compresseur de ressort hydraulique, un investissement de 80€ il y a 10 ans qu'il est difficile de regretter quand on pense à la galère des versions à base de tiges filetées.
Ouais, pour une fois, j'ai pensé au buter et couper le neuve. Ce manque de péripéties va sûrement me coûter mon audimat, va falloir que je recommence à acheter des trucs abominables, parce que le côté droit n'a opposé aucune résistance non plus. Puisqu'on a changé tous les amortisseurs, vous voulez peut-être voir à quel point les anciens étaient morts. Bienvenue pour cette expérimentation technique haute technologie, des protocoles de texte inégalés et rigoureux. Pas génial, mais bon. Au moins il a la décence de revenir à sa place, donc pas si mal. Lui c'est pire. Et maintenant on passe aux amortisseurs avant. Et là, en fait, j'ai pas vraiment besoin d'appuyer dessus. C'est presque comme rouler sans amortisseur, quoi. On peut donc supposer qu'il amortit l'équivalent d'1 ou 2 kilos. Voilà. Il y a quelques temps, j'étais parti en reconnaissance sur le train avant, justement, et j'avais remarqué qu'une rotule de suspension était bonne pour la poubelle. Je vais en profiter pour remplacer la paire. En plus de toutes ces pièces, j'avais aussi demandé un galet tendeur neuf pour remplacer celui que j'avais rechargé en graisse en attendant. Alors j'ai pas beaucoup roulé, mais voilà le roulement que j'avais regraissé. Et toujours nickel. Il a pas l'air d'avoir tellement fui. Mais bon, j'en ai un neuf maintenant, alors l'expérience s'arrête là. Et même traitement pour la jauge à huile. Puisqu'on en est à s'occuper de détails, avant d'attaquer des trucs potentiellement démoralisants, on peut noter qu'une bonne partie des bruits dans l'habitacle durant le roulage venaient des vérins de haillons dont j'ai resserré les fixations et comblé le jeu avec des capuchons de clips de BMW. Bon allez, on a assez tergiversé, maintenant il va falloir s'y mettre. Vous vous souvenez de l'aile que j'avais commandée? Elle semblait être de la bonne couleur, mais elle était rayée. Rayée comme s'il y avait eu une compétition dans ce domaine. On tient peut-être un concept là d'ailleurs. J'avais quand même un vague espoir de la sauver vu que les défauts semblaient pas très profonds. Le polylustré pourrait sauver le panneau si par miracle le vernis d'origine est suffisamment épais. Et j'y ai cru quand j'ai vu 90% des défauts disparaître. Sauf que dans les 10% restants, il y avait malheureusement des rayures qui allaient jusqu'à l'après. On dirait donc qu'on est bon pour une peinture, et si on repeint l'aile, autant faire les choses bien et repeindre aussi les panneaux autour qui auraient de gros défauts. J'en ai donc fini avec le ponçage de cette pièce que j'ai mis en après-garnissant ensuite pour la poncer plus tard. Quand je parlais de défauts sur d'autres panneaux, je pensais notamment au pavillon. Parce que quand on en est au stade de décaper son vernis en passant un coup de jet, c'est qu'il n'y a plus d'espoir d'en tirer quoi que ce soit à moindre effort. Et justement, puisqu'il est question de pas trop se fouler, au lieu de s'infliger une heure de ponçage, on va tenter la méthode radicale pour les vernis cuits par les UV, la spatule. Et là, quand ça marche, vous passez un bon moment. Un bon moment que j'ai choisi de partager avec vous pour une sorte de séance ASMR.
Ah, si ça pouvait être aussi simple à chaque fois, ce serait beau. Pas de poussière, pas de bruit et 10 minutes de travail pour obtenir une surface qui méritera juste un coup d'orbital au grain 600 avant de pouvoir recevoir la base mat. Règle fondamentale pour un boulot qui vieillira bien, démonter tout ce qui peut l'être dans la limite du raisonnable. Oui, d'ailleurs, ayant un regard portant sur des choses à venir, je sais pas s'il est bien raisonnable justement de me faire confiance s'agissant de conseils sur la carrosserie. Rien cassé. Donc j'ai continué à démonter et j'ai fini par tomber sur ça. Je sais pas par quel miracle l'essuie-glace arrière fonctionnait encore parce que je dois démonter ça pour refaire la peinture du toit. Et comme vous pouvez le voir, c'est mort. C'est mort de chez mort. Tous les fils sont coupés. Les types qui sont intervenus avant, hein, ils sont pas bien brillants hein, parce que c'est très facile d'accès. C'est simple à démonter, ça prend que dalle de temps et après on a toute la place pour bosser donc en fait ça va être bien. Ça va pas poser de problème. Et bon, il était temps de s'en occuper parce qu'il y avait des endroits où les fils commençaient à fondre les uns sur les autres donc il y a des sacrés courjus. Dans le cas où on a des fils coupés à cause d'une fatigue au niveau d'une articulation, à mon avis la meilleure chose à faire c'est de couper largement en amont pour pas que ça constitue un nouveau point faible. Et pour éviter que le problème avec le montage d'origine se reproduise, j'imagine que bien gainer tout ça peut aider. Bref, j'ai été stoppé dans mon élan, mais là l'objectif c'était simplement de démonter l'antenne de toit. Mes remerciements aux ingénieurs OPL, GM ou qui que ce soit pour leur sélection de clips de fixation. J'en ai cassé aucun durant tous les travaux réalisés sur cette voiture. Et après avoir passé du temps sur des BMW, ça fait plaisir. Au rang des défauts de carrosserie, on a une déformation bizarre au bas de la porte conducteur, un peu trop profonde pour passer le mastic. Donc j'ai redressé du mieux que j'ai pu sans les outils adaptés. Enfin, c'est le résultat qui compte. Avant, après, on voit une nette différence quand même. Après avoir localement poncé, j'ai mastiqué les petits défauts du latéral gauche. Et j'ai profité de l'occasion pour tester la cale gracieusement fournie par Coleris. Ça devrait permettre d'obtenir une meilleure planéité et sur ce genre de panneau, ça peut faire toute la différence à la fin. J'avais pas forcément réalisé ça au départ, mais le capot a besoin d'attention lui aussi. Autour du logo Opel, c'est moche. Même après avoir décapé aussi bien que possible, un peu de convertisseur de roue, il peut pas faire de mal. Voilà une journée de carrosserie qui se termine. Bon, vous m'excuserez par rapport à avant, je détaille quand même beaucoup moins ces étapes de préparation. Il faut dire qu'on a déjà abordé tous ces sujets, mais surtout j'ai régulièrement des retours m'indiquant que c'est soporifique de filmer de la carrosserie. Et comme ça me fait perdre quand même beaucoup de temps sur un travail qui est très chronophage, c'est vrai que ça m'arrange aussi bien de réduire les séquences filmées. Donc voilà. Il y a pas mal de sessions de mastic par ici, parce que je suis pas encore super doué pour ça, mais ça commence à venir. Le lendemain, je suis motivé pour abattre la majeure partie du boulot. Ce sera peint avant la fin de la journée. Est-ce que ce sera bien peint? Ça, c'est autre chose, on verra.
creuse du mastic, pas la peine d'espérer que ça se voit pas si on n'utilise pas un après-de-charge par-dessus. Croyez-moi, j'ai essayé et j'ai aussi vu suffisamment de boulot de professionnels qui pensent pouvoir s'en passer pour pouvoir l'affirmer. Donc après garnissant, puis ponçage soigneux, et là on a un espoir de s'en sortir. Bon, finalement, la rouille était pas le seul problème du capot. En y regardant de plus près, il y avait aussi plein de rayures que j'aurais pas pu corriger autrement qu'avec une peinture. Mention spéciale à la soufflette à buse rotative au catalogue classe. Ça sert pas que pour les tapis, ça fonctionne aussi très bien pour la poussière de ponçage avant le dégraissage. La pression monte. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir foirer cette fois? A priori, en tout cas la teinte ça devrait être bien. J'ai pu utiliser un process à base de spectromètre que Colleris est en train de déployer. Je vous en dirai plus prochainement. Franchement, content du rendu. Pas eu de problème à part un débit du pistolet un peu irrégulier à cause d'un débris de vernis que j'avais mal nettoyé. Sans conséquence, heureusement. Nous voilà donc arrivés à l'étape la plus cruciale. Je prépare le vernis et je vais faire mon maximum pour pas assurer le spectacle comme je le fais trop souvent, un pistolet à la main. Alors, verdict? C'est de la merde. Mais perdu pour perdu, je tente le tout pour le tout en noyant par exemple l'apparition d'un nouveau fleuve qui sera bientôt cartographié sur les cartes IGN. C'est pas glorieux. Allez, je crois qu'il va falloir que je demande un durcisseur plus lent parce que clairement c'est pas un problème de quantité. Je pense pas que ce soit un problème de méthode de pulvérisation, mais il y a beaucoup de peau d'orange cette fois. Et c'est un truc que j'avais pas cet hiver en peignant, alors que les conditions n'étaient pas forcément parfaites. Ce qui me laisse à penser voilà, que c'est un problème de durcisseur. Et à mon avis, là, c'est trop rapide. Mais c'est pas grave. Bon, comme on a fait des coulures, de toute façon, en espérant contrer ça, eh ben, on a l'épaisseur pour pouvoir faire de la correction dans 2-3 semaines, quoi. Peut-être un peu moins comme il fait chaud. Et puis ça se passera bien. Le toit est sans doute un peu mieux. Oups. Il en manque là. Merde. C'est embêtant. Et là aussi. Ah, c'est toujours pénible les toits. Ah, c'est trop tard. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh là 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 là. Putain. Ouais. Là. Une réaction entre les produits. Voilà, donc un petit message de prévention. Ne faites pas la même erreur que moi. Ne sous-estimez pas l'importance du type de durcisseur parce que voilà le genre de résultat de merde que vous pourriez avoir. Ça va me prendre un peu de temps de corriger tout ça, mais bon. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ça.
J'ai peine à comprendre ce qui s'est passé. Je suppose que c'est lié à l'après-garnissant que j'ai passé ce matin même. J'en ai mis pas mal. Alors peut-être qu'il avait encore besoin d'un petit peu de temps de séchage. Je suppose. Démoralisé, après ce nouvel échec retentissant démontrant un manque de talent manifeste pour la peinture, j'ai eu besoin de changer d'air pendant quelques temps. Ça fera évidemment l'objet de futurs épisodes, mais revenons à notre désastre. Le vernis est maintenant sec à cœur, je vais donc pouvoir sortir mon outil fétiche, la lame. Compte tenu de mes compétences inégalées pour générer des rivières de vernis, je pense avoir testé toutes les méthodes de correction et celle-ci reste ma préférée. Testez, vous verrez. Il restait encore à tester l'impossible avec le désastre à l'avant du capot. Et là, j'ai moi-même été surpris de constater que c'était possible de corriger ça. Quasiment en intégralité. Il reste des défauts visibles, mais du genre micro-bulles dans le vernis, et ça, je peux rien y faire à part tout recommencer, mais ça reste discret. En plus de corriger les coulures, j'ai aussi rectifié l'essentiel de la peau d'orange. J'en ai laissé un peu sur les flancs pour que ce soit cohérent avec le reste de la voiture dont la peinture d'origine est loin d'être à un niveau concours. Mais ouais, franchement, vu de là où on vient, je pense que on peut être content du résultat. Il nous restait encore le pavillon, donc j'ai réinstallé l'embase de l'antenne et j'ai refait un joint aussi proprement que possible avant de visser un brin d'antenne neuf. Et voilà maintenant ce que donne le toit après l'avoir simplement lustré pour virer le brouillard de pulvérisation. Bon, il aura fallu passer un peu de temps pour que le reste de la voiture arrive au niveau de la peinture neuve, mais je pense qu'au final, le résultat est assez homogène et que la localisation des zones repeintes est pas flagrante. Bon, il ne restait plus qu'à remettre le logo du Blitz pour considérer que notre travail de peinture est arrivé à son terme. Bon, c'est bien joli tout ça, mais pour jouer totalement la carte de la transparence, voilà les défauts restants dont j'ai connaissance. Une carence en vernis sur le méplat quasi horizontal le long du haillon, mais aussi tout le long de la porte, et puis aussi au niveau du capot, plus près du pare-brise. Une ligne où il semble y avoir eu une réaction entre la teinte et le vernis que j'ai pas osé toucher, vu son emplacement le long d'une nervure. Ici, la présence de microbules ou d'une remontée de pigment de l'après peut-être. Une coulure le long du bas de porte qui ne se voit heureusement que si on rampe à sa hauteur. Ce dont j'ai déjà parlé, heureusement assez circonscrit, mais ouais, aux deux coins du pavillon. Manque de vernis. Et si on est vraiment très attentif, on peut encore retrouver l'endroit où la porte était enfoncée. Donc oui, encore pas mal de défauts, mais franchement, quand je vois ce que j'ai obtenu sur le capot et le toit notamment, ça va, j'arriverai à vivre avec. Il nous restait un dernier détail à régler avant de reprendre le volant de cette Tigra. Elle a certes pas de verrouillage à distance, mais bien un bouton poussoir sur sa clé. Si jamais vous avez besoin de sonder le fond d'un trou très sombre, c'est nickel. On va pouvoir voir ce que donnent ces nouveaux amortisseurs. Bon, vu le test en statique des anciens, on peut s'attendre à un changement radical. Mais d'un autre côté, ça fait tellement longtemps que j'ai pas conduit la voiture que ça va être compliqué de faire une comparaison digne de ce nom. En tout cas, à première vue, ça m'a l'air quand même vraiment ferme. Ouais, c'est dur, mais bon, au moins ça rebondit plus.
fonctionne bien. Et pour le coup, ouais... 90 chevaux, c'est plutôt cool là-dedans finalement. J'avais oublié de demander à Autoshop le thermostat, donc ouais, ça... il doit être bloqué ouvert. On devrait être à 90 degrés au bout d'un moment, mais là non, ça monte très difficilement aux alentours des 80. Donc voilà, je vais pas être dithyrambique sur cette voiture. Moi, je la trouve quand même relativement amusante, toute proportion gardée. Le reproche que je lui ferais mécaniquement, c'est que la boîte me semble vraiment très très longue. Elle pourrait être encore un peu plus vive. Là, c'est un compromis, hein. Allez, d'autres reproches que je pourrais lui faire, c'est la qualité de la sellerie et de tous les tissus en général à bord. Ça vieillit vraiment pas très bien. L'instrumentation, elle, est correcte, mais j'ai vu des balances de cuisine avec des aiguilles plus haut de gamme que ça. Par contre, le temps passant et les écrans LCD se généralisant par mètre carré entier dans les véhicules modernes, je me surprends à trouver ces vieux afficheurs pleins de charme. Ah, et pour donner une vague idée des performances, je me suis dit qu'un 0 à 100 aiderait. Seconde 5, c'est ni bon ni mauvais. C'est à peu près le genre de valeur qu'on a en droit de s'attendre de ce genre de voiture, je suppose. Voilà, ça ressemble à une scène de fin, n'est-ce pas? Je suis cadré là? Pas mal. Oui, scène de fin, parce que... Oui, ça a été plutôt court finalement, non? Bah, pas eu de mauvaise surprise. Puis c'est une Corsa, donc, enfin, une Tigra, il n'y a pas grand chose à en dire. Elle fait son job. J'ai quelques doutes, peut-être encore un peu, mais de moins en moins, sur la vaillance du joint de culasse de cette voiture. En fait, ce qui m'a fait surprise, c'est que même plusieurs jours après l'avoir utilisé, en ouvrant le vase d'expansion, j'avais quand même pas mal de pression qui en sortait. Mais c'est le seul symptôme lié à un potentiel joint de culasse défaillant. J'ai commandé un kit de CO2 pour pouvoir tester le liquide et je verrai bien, j'en aurai le cœur net. Si vous n'avez pas de nouvelles, c'est qu'il n'y a rien à en dire, donc il n'y a pas de problème. C'est un modèle connu pour avoir ce problème, hein. Le 1,4 litre 16S et joint de culasse. Il aime bien s'en débarrasser. Nonobstant le sujet de mon jacassement, vous avez peut-être remarqué que la voiture était un peu dégueu, ce qui est dommage quand on veut la mettre en valeur pour finir un projet en beauté. C'est que la météo s'annonçait mauvaise, preuve en est. Bref, revenons à mon discours de fin. Je sais pas quoi dire d'autre au sujet de cette voiture. Mais... elle est jolie, de l'arrière, là. J'aime bien, là. Ça. Et là aussi. Devant, un peu moins. Et puis, bah, c'est tout. Voilà. C'est une voiture pour aller faire les courses. J'ai presque hésité à la mettre sur circuit pour rigoler. Il y a un circuit de kart pas très loin, mais je manque vraiment de temps. Et en général, les tours de circuit, ça, j'ai l'impression que ça intéresse pas grand monde sur la chaîne. Donc, on va faire l'impasse sur ça et à la prochaine avec une autre. Et ne me demandez pas si je vends cette voiture, j'en sais absolument rien à ce stade. Et de toute façon, comme je l'ai dit, il faut encore un peu l'éprouver. J'ai fait, je sais pas, 200 bornes avec, donc, un peu tôt. Je vais y trouver une utilité, m'assurer qu'il n'y a pas de problème et ensuite
Je verrai ce que je fais. À la prochaine.